Bon, on vous rassure, on va pas vous faire attendre trop longtemps, les frolos. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, et on remercie Pinours qui fait son travail de modération sur le Discord. Est-ce que vous m'entendez bien, les frolos? Vous m'entendez bien? Ok, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre réunion bimensuelle, un mercredi sur deux à 21 h. Mes excuses à tous ceux qui attendaient les Radio Dojo des deux dernières fois. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de Radio Dojo au mois de février. Beaucoup d'impondérants, beaucoup de trucs comme ça. Et c'est vrai que là, on a failli ne pas faire cette émission, mais finalement, l'invité a pu se montrer présent. Merci à lui. Et donc, les frolos, le sujet un peu particulier. Parce que... Remboursé! Calme-toi, Ichito. Couché. Ichito, couché. Alors... je vous rassure, c'est un frollo, je le taquine. Mesdames et messieurs, Taïwan, dans l'imaginaire collectif, c'est cette petite archipel à proximité de la Chine qui a connu dans son histoire beaucoup de vassalisation et beaucoup de conquêtes. Mais pourtant, il va se dérouler quelque chose à la deuxième moitié du XXe siècle, c'est le miracle taïwanais. Ce petit pays s'est mis à rejoindre les 4 dragons asiatiques, a connu une association fulgurante et a fait partie des 4 dragons asiatiques avec la Corée du Sud, Hong Kong et Singapour. Comment ont-ils emboîté le pas des nouvelles technologies pour avoir cette ascension? Comment ont-ils suivi l'évolution des nouvelles technologies? Et surtout, quelle pré-shot, quelle prédiction peut-on faire sur l'avenir? Comment ça s'inscrit dans l'actualité? Bref, toutes ces questions-là. Notre invité va y répondre, et je pense qu'il est le mieux placé pour y répondre, parce que si on le fait aussi tard, c'est en raison d'un décalage horaire, parce qu'il vit en Asie depuis 2009. Il a vécu pendant une dizaine d'années en Chine et à Hong Kong, avant de se concentrer sur le sujet de Taïwan. Il est journaliste animateur de profession pour Radio Taïwan International, la radio publique taïwanaise, depuis 2016. Il est également correspondant pour Radio France Internationale. Et depuis 2021, il gère la Twitch Val_Taïwan. Donc on lui fera un peu de pub dans la description de la rediff. Dans lequel il fait visiter à ses viewers son pays d'accueil. Et nous informe un peu sur... Et en fait, tout en nous faisant visiter, il discute de l'actualité de son pays d'accueil, de sa culture, bref. Pour avoir regardé quelques lives, c'est très enrichissant. Je le connais grâce à Thomas d'Inforea, pour ceux qui s'en rappellent. C'est grâce à lui que je l'ai rencontré. Et lorsque je lui ai proposé de parler de ce sujet avec moi, il a humblement accepté, je l'en remercie. Et je le remercie d'être là malgré le fait que c'est très tôt chez lui, ça doit être quelque chose comme 7 heures, bref. Je vous demande d'accueillir... Oula, ah oui, Valentin Floquet, salut à toi! Salut, bonjour tout le monde. Bienvenue à Taïwan. Désolé pour ce retard. Il n'y a pas de souci. Totalement de ma faute. Comme j'ai dit, plus de peur que de mal. Vraiment ravi d'être ici. Écoute, on va dire que c'est la faute du décalage horaire, le méchant décalage horaire. Donc, bah écoute, comment vas-tu déjà? Eh bien, ça va. Un peu sorti du lit, mais Oui. ça va très bien. On va pouvoir parler un peu de tech, ça fait toujours plaisir. Ouais, effectivement. Tech et Taïwan, bien sûr. Exact. Donc, pour rajouter un petit peu, donc j'ai commencé à streamer il y a un an à peu près. 2021, j'ai vu que tu as créé ton compte. Ouais, le compte j'ai créé il y a longtemps, mais je suis devenu streamer il y a un an à peu près. D'accord. En janvier 2022. Bah, alors c'était une question que j'avais prévue pour les questions à ton sujet, parce que tu es aussi là pour parler de toi. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans l'exercice du streaming? Parce qu'à la base, bon, tu es surtout animateur et journaliste de profession. Qu'est-ce que ça t'apporte comme plus-value, le stream? En fait, j'ai découvert un petit peu le streaming à travers un ami qui est streamer plutôt desk, on va dire. Qui a... J'ai vraiment essayé de découvrir un peu Twitch, que c'était à travers lui. Avant ça, j'avais plutôt connu Twitch à travers l'affaire Marvel, pour ceux qui connaissent. Marvel Fitness? Et donc j'avais eu un très mauvais a priori. Hein? Marvel Fitness? Marvel Fitness, oui. D'accord, oui. Oui, c'était un cas assez compliqué, ouais. J'avais un très mauvais a priori du format et de la plateforme à cause de ça, parce que bon, pareil, ça concernait un ami à moi de l'autre côté de Marvel Fitness. Et donc j'avais suivi d'assez près l'histoire. Et c'est vrai que bon,
donc je m'étais pas plus intéressé à Twitch que ça. J'avais jamais été sur la plateforme, mais quoi que ce soit. Et en fait, cet ami, qui est un ami assez proche, qui vient du sport, on fait le même sport. J'ai vu qu'il était régulièrement sur Twitch et j'ai commencé à regarder. Et puis j'ai fait, oh, bah, ça a l'air sympa. Il faisait un format très intéressant, très social. La pratique de l'interaction avec les gens par la fenêtre de discussion, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant j'aime beaucoup l'interaction. Hmm. C'est vrai que c'est quelque chose qui me manquait aussi par rapport à mon métier et le fait aussi que notre plateforme, notre radio avait comment dire, peu de retour au final sur le travail qu'on faisait. Je trouvais que Twitch, en créant un Twitch personnel, je pouvais vraiment atteindre un nouveau type comment dire, de public. Et je voulais attirer un petit peu ce public vers notre radio qui mérite. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. C'est le premier contenu en termes de quantité sur Taïwan en français. Hein, c'est quand même une heure de contenu Pas mal. par jour, pardon. Hmm. Par jour, pardon. Donc il y a quand même de quoi travailler. Il y a un journal du lundi au vendredi. Il y a un journal d'actualité avec sept sujets. Il y a trois émissions, dont une qui est un décryptage d'actualité de 10 minutes. Après, bah, après, au niveau des émissions, chaque jour, il y a des émissions très variées. Il y a des émissions culturelles, il y a des contes pour enfants qui sont racontés. Il y a de la géopolitique, il y a des revues Asie-Pacifique régionales, il y a de l'éco-construction, il y a de l'écologie, il y a de l'agriculture. Et moi, personnellement, bah, j'anime tous les jeudis soirs. Ce soir, il y aura une nouvelle émission sur l'entrepreneuriat. Oui, Ça fait 4 ans que je fais ça. tu as deux émissions à RTI, si on en croit en tout cas l'article qui te concerne, c'est-à-dire que tu as Mm. Graines de business et On en parle à Taïwan. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces deux émissions? Alors, Grain de business, alors, on en parle à Taïwan, a changé de format à la base, mais je vais en reparler. Pas de Donc, souci. Grain de business, c'est donc cette émission sur l'entrepreneuriat. Je suis arrivé à Taïwan, j'étais pas journaliste. J'ai fait 10 ans dans l'industrie en Chine. Hmm. J'étais dans un bureau d'achat et je faisais des audits. Enfin, on va refaire le parcours rapidement. Je suis arrivé en Chine, j'étais étudiant en chinois et j'ai voulu rester en Chine. Le premier boulot que j'ai trouvé, c'était dans une usine de textile à Canton. Voilà. Et en fait, c'était dans la production. Je devais surveiller les étapes de production, noter chaque étape de production et comprendre comment Hmm. cela fonctionnait pour aider en fait le patron qui était français, qui lui était plus occupé avec son bureau, ce qu'on appelle le bureau. Donc c'est tout ce qui est commercial, relations clients, achats, finances, etc. Et donc, il avait une production, mais il n'avait pas le temps de s'en occuper parce qu'il venait d'ouvrir et qu'il avait déjà 500 millions de trucs à faire. Et donc, même s'il avait pris des gens de confiance au niveau de la production, il n'avait pas quelqu'un un peu d'extérieur qui permettait d'avoir une vue un peu globale de la chose. Donc, il m'a embauché pour ça alors que j'avais aucune compétence, hein. Et donc, au fur et à mesure, j'ai appris le métier. Donc, c'était des sacs. Je sais pas si les sacs de randonnée, par exemple, ou aussi comment ça s'appelle? Des protections une utilisation professionnelle dans les chantiers, protection d'ordinateurs, des sacs d'ordinateurs spécifiques pour des marques françaises. Et donc, la spécialité de l'usine, c'était de faire de la petite quantité, ce qui était encore assez rare en Chine à l'époque, d'accepter des petites quantités en termes de production. Et, euh, et donc ensuite, bah, après ce boulot-là, mon objectif était de permettre au patron de comprendre sa production. Au bout d'un an et demi, 2 ans, il avait réussi à se faire une idée. Il a réussi à mettre en place bien sa production. Et donc, bah, on s'est séparés et j'ai cherché un autre boulot. Bon, il y a eu un petit temps de battement. J'ai essayé d'être prof à domicile à Taïwan. J'ai fait d'autres trucs. Et puis, j'ai eu une autre opportunité à Hong Kong. Et donc à Hong Kong, j'étais pareil pour de la production. J'étais plus un lien cette fois-ci et je gérais plus les fournisseurs au niveau du Shandong, à Qingdao, dans un, comment ça s'appelle? Dans un atelier d'assemblage
où il y avait comment dire, une collaboration entre la Chine, donc une usine chinoise, notre bureau qui était à Hong Kong, mais des Français aussi, et une société française qui produisait principalement ce qu'on appelle des motoculteurs. D'accord. Voilà. Donc, et donc, bah, j'ai appris beaucoup. J'étais en contact. Je faisais aussi le lien, la traduction entre les ingénieurs français et comment dire, et les travailleurs chinois et le staff chinois qui était sur place. Et donc, bah, j'ai fait ça pendant 2 3 ans, jusqu'en 2014 plus ou moins. Et après, j'ai continué après. Le projet s'est arrêté pour plein de raisons. Et donc, j'ai été rapatrié à Hong Kong. Et là, j'ai vraiment plus été dans le travail commercial, même si je faisais encore beaucoup d'audits d'usines. J'ai commencé à développer en fait tout ce qui était un peu nouvelle technologie. Et à l'époque, 2014-2015, c'était la montée de l'éclairage à LED. Donc, pour tout ce qui était. La société est spécialisée dans l'agricole et l'outillage euh, et les accessoires de jardinage de toutes sortes. Hmm. Donc, mais je m'étais concentré donc sur tous les produits électroniques euh, de grande consommation et autres pour, dans- pour nos clients. Et donc, bah, c'était les éclairages. J'ai commencé à sourcer des fournisseurs d'éclairage, etc. Et j'ai commencé surtout à m'intéresser aux certifications et comment les produits euh, pouvaient être euh, contrôlés à ce niveau-là. Donc, j'ai fait ça jusqu'en 2016 environ. Et après, bah, la tendance des produits électroniques, et une fois que tout a été en place, j'ai retransmis les dossiers à d'autres personnes dans le bureau. Et bah, j'ai aidé à développer tout ce qui était communication au niveau de la société. Donc j'ai fait refonte de logo. Je sais que ça fait des choses très différentes, mais Non, refonte mais de c'est bien, logo, j'ai c'était appris très plein, plein de polyvalent. Et surtout, de ce que j'ai compris, du coup, hein, parce que c'est vrai que j'avais prévu quelques questions pour toi et t'as répondu à tout. À se demander si t'as pas checké mes fiches en scred. Mais ouais, non, mais c'est. Du coup, ouais, je voulais te demander qu'est-ce qui t'avait poussé à t'expatrier vers le continent asiatique. C'est que t'étais vraiment un étudiant à la base. À la base, c'est ma spécialité, la Chine et le monde chinois, Ça te et vient d'où Taïwan, cette bien passion sûr. d'ailleurs? Alors, ma première volonté d'étudier le chinois remonte à l'envie de pouvoir écrire des caractères sur des cerfs-volants. J'ai commencé avec le cerf-volant, très, très bizarrement, c'est très, très Énorme. particulier. Et il y a eu plein d'influences, des amis de la famille qui allaient beaucoup en Chine et à Taïwan. Il y a eu un épisode où mon père, qui est allé faire un voyage de business à Taïwan, que j'ai vu peut-être, mon père, j'ai vu 3 ou 4 fois dans ma vie, et il a ramené un truc de Taïwan, un écrit avec que des caractères chinois. Et j'avais envie de le comprendre, de le décrypter. Alors, le chinois, je voulais l'étudier pour ça. C'est Et énorme. voilà, il y a C'est eu plein de choses l'esthétique des comme ça, en fait. caractères qui t'a poussé vers Un peu de tout. ouais. Et au final, bah ouais, c'est l'esthétique, c'est vraiment la calligraphie à la base, mais après, il y a eu plein d'autres influences, comme je dis. En fait, tu sais, ces rouleaux sur bambou, là, il y avait Oui. des préceptes écrits dessus et je ne comprenais pas ce qu'il y avait écrit dessus. Donc, voilà, j'ai appris Il ça. y a un peu ce mysticisme, ça fait Et rêver quand on est gosse. voilà. Et donc, bah, voilà, j'avais quoi? En plus, j'étais ado. Et puis après, il y a eu le kung-fu. Il y a eu des potes au lycée. Alors, j'avais choisi un lycée. Quand je suis arrivé au lycée, j'avais choisi un lycée où il y avait l'enseignement du chinois. Ils avaient arrêté l'année où je suis arrivé au lycée. Et, et donc, bah, mais d'un autre côté, j'ai rencontré des amis dans ma classe qui s'étaient mis au kung-fu. Et j'avais besoin de faire du sport. J'étais un peu, comment dire, en surpoids. Et bon, bah, vous savez, les ados en France, hein. Bon. Je vois pas de quoi tu Et parles. donc, ouais, voilà, donc j'ai commencé et puis je suis tombé amoureux du sport en fait. La prof était incroyable, c'était une prof chinoise qui avait fait le kung-fu, qui avait étudié, enfin qui était diplômée de l'Université des sports de Pékin et qui était ultra pédagogue et super sympa. Et c'est vrai que moi dans ma famille, ma mère surtout ne voulait vraiment pas que j'apprenne les sports de combat. Et là c'était autre chose. Et donc bah
c'était parti, quoi. J'ai le kung-fu, plus tout ce que j'avais déjà en bagage au niveau du chinois. Bah, dès l'année d'après, où le lycée avait repris l'enseignement du chinois, bah, j'ai commencé. Hmm. Et bah, j'ai jamais quitté. Ouais. Ouais, mais en plus, en fait, le kung-fu, c'est pas tant un sport de combat qu'un art martial. Pour le coup, il s'est marqué dans le titre. C'est Il y a un les art deux. martial. Et dans art martial, il y a art. C'est pas tant l'offensive que plus la défensive dans le kung-fu. En tout cas, de ce que j'en ai compris. Ah, il y a les deux, en fait. Bah, faut savoir, il y a les deux extrêmes maintenant au niveau sportif. Il y a l'extrême artistique et l'extrême en termes de combat, avec par exemple avec ce qu'on appelle le sanda. Je sais pas si les gens connaissent un petit peu, le sanda, c'est vraiment, on est presque à du MMA. La seule chose qui est pas autorisée, je crois que c'est les coudes et les genoux. Euh, mais c'est un sport qui va jusqu'à la projection. En fait, donc c'est pied, poing et projection, et ça c'est spectaculaire d'ailleurs. Hmm. Et ça reste un vrai sport de combat et bien respecté d'ailleurs dans le monde des arts martiaux Hmm. et des sports de combat. Et il y a l'autre côté, donc ce que je faisais moi, la partie plus très artistique, très acrobatique, qui s'appelle ce qu'on appelle communément dans le milieu le Taolu moderne, c'est-à-dire les, la pratique seule sur sur un- sur une surface de d'enchaînement lié à la culture des arts martiaux. D'accord. Très intéressant. Et du coup, tu as passé énormément de temps dans les alentours de Chine et de Hong Kong. Et qu'est-ce qui, par la suite, t'a dirigé vers Taïwan? Est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce qu'il y avait une volonté de changer un peu de direction? Alors, il faut savoir qu'en 2005, la première fois que je suis arrivé en Asie, ma première découverte de l'Asie, ça a été Taïwan. D'accord. Euh, là, c'était, j'ai eu plein de rencontres aussi avec Taïwan, en fait, au fur et à mesure de mon attachement à la vie asiatique et à la Chine et plus largement donc au monde chinois. Et ma première visite en Asie, ça a été à Taïwan parce que bah, ma copine de l'époque était de Kaohsiung. D'accord. Et on s'était rencontrés en France et bah, elle rentrait en vacances. Bah, je suis allé la rejoindre et donc je suis resté un mois, en septembre exactement, à Kaohsiung. Et c'est là que j'ai commencé à, à connaître Taïwan. Et je suis tombé tout de suite amoureux, hein, bien sûr. Les petits-déj, enfin, la nourriture. À Kaohsiung, On bouffe bien j'avais en le Asie droit de d'avoir un l'Est. On scooter. bouffe bien en Asie de l'Est, ouais. Alors moi Ouais. j'étais là-bas en Chine, mais je suis allé 2 semaines au Japon. On bouffe bien, ouais. Mais- Et donc, bah voilà, en plus, c'était une expérience extraordinaire parce que j'étais dans une famille traditionnelle où, en fait, il y avait les oncles qui habitaient au troisième étage, enfin, les oncles et les tantes qui habitaient au troisième étage, la famille de ma copine qui habitait au deuxième, et il y avait la grand-mère et une autre tante qui vivait au rez-de-chaussée. Donc, c'est Incroyable. vraiment ultra traditionnel. C'était vraiment en plein centre de Kaohsiung, vraiment les vieilles maisons traditionnelles, enfin, vieilles maisons voilà, des maisons qui ont été créées il y a à peu près un peu plus de 50 ans, etc. Et donc voilà, j'avais vraiment le modèle familial typique. Pour moi, c'était une découverte incroyable. Et donc bon, voilà, j'ai adoré Taïwan. Le problème, c'est qu'au niveau travail, les opportunités sont pas nombreuses. Et avec mon bagage de mandarin, j'avais pas envie de devenir prof de français. Euh, Ouais. c'est vraiment le truc. Quand on veut rester à Taïwan ou en général en Asie et qu'on n'a pas vraiment d'autres formations, c'est le seul boulot vraiment qu'on nous propose. Mais je parlais le mandarin et c'était censé pouvoir me donner d'autres opportunités. Sauf que ces opportunités étaient plus en Chine qu'à Taïwan. Voilà. D'accord. Et donc, bah, toujours Taïwan, hein, bon, il y a eu plein d'autres histoires entre-temps. Et puis, bah, j'ai rencontré ma femme actuelle, qui était ma copine à l'époque, à travers des amis taïwanais, parce que je venais quand même régulièrement à Taïwan, hein. Quand j'étais à Hong Kong, je venais presque une fois par mois à Taïwan pour plein de raisons aussi. Et, et donc, bah voilà, à travers un ami, à travers le sport, euh, j'ai rencontré ma femme, et puis elle est prof de danse classique, hein. Et elle a donc, ben voilà, on a discuté, on a bien matché, et puis je trouvais que ça cliquait bien, et j'ai fait, ben voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je devais faire à Hong Kong. Je savais que j'allais pas pouvoir y évoluer et créer une famille et vraiment m'installer à Hong Kong de manière plus extensible dans l'avenir. Donc j'ai fait, ben, let's go, je vais partir à Taïwan. J'avais créé une entreprise à l'époque. Euh,
qui est une entreprise d'équipement pour les sports acrobatiques. On est toujours en lien avec ma passion pour le kung-fu qui date du lycée, hein. Euh, mais là, bon, ça a évolué vers d'autres choses. En fait, quand je suis arrivé en Asie, il y a encore plein d'autres choses qui sont passées en Asie par rapport au sport. Et en fait, à côté du kung-fu, je faisais ce qu'on appelle le tricking, qui est un mélange d'arts martiaux et d'acrobatie. Et en arrivant en Asie, en fait, le kung-fu, c'était pas accessible là où j'étais quand j'ai commencé à travailler. Et donc, j'ai commencé à aller dans une salle de parcours. Et ben, moi, je connaissais pas le parcours et Parcours et en urbain? fait, le ouais, le parcours, voilà, des mecs qui s'entraînaient au parcours dans une salle de gym. Et bah, moi, je voulais surtout squatter la salle de gym pour m'entraîner au trekking. Euh, et, euh, et en fait, les mecs, quand ils m'ont vu faire du trekking, ils ont fait, wow, c'est génial! J'avais jamais vu ça de ma vie. Ils ont fait, tu peux l'enseigner. Puis j'ai commencé à donner des cours et on a ouvert un autre créneau dans la même salle pour faire du trekking. Et Énorme. en fait, bah, j'étais un peu initiateur dans la région de Canton de la pratique du trekking. Et ça a continué, ça a grossi jusqu'en 2016 où j'ai fait encore à ce jour le plus gros événement international et chinois de trekking avec plus de 300 athlètes. Énorme. Donc voilà, j'ai un énorme. Je suis un peu un peu le liant aussi en Asie des communautés, que ce soit la Corée, le Japon, que ce soit Singapour. Je connais des gens un peu partout. J'ai visité. À l'époque, j'étais vraiment passionné pour essayer de voir, pour essayer de faire la promotion de ce sport un peu partout et voir les communautés émergentes dans chaque pays. Donc, je connais des gens en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, Singapour aussi. Donc, j'ai dit Thaïlande, voilà. Je connais des gens influents dans chaque pays dans ces sports. Et je suis un peu le lien entre tout le monde. Donc, en général, quand on demandait, ah, je suis dans cet endroit, des gens qui venaient d'autres pays, ah, j'ai envie de pratiquer le trekking, où est-ce que je peux aller? Et j'ai fait, ben ouais. Et en fait, à chaque fois, on disait, bah, cherche Valentin, lui, il te aura la réponse. Et surtout en Chine, bah, bien sûr, c'est vraiment tout le monde en Chine. Et en fait, on se rendait pas compte. On va dire la communauté internationale de ce sport, c'est à peu près, maintenant, on est peut-être entre 50 000 et 100 000 personnes. Et en Chine, on est quasiment aux mêmes quantités, quoi. Juste en D'accord. Chine. Putain. Voilà. Et c'est un monde un peu fermé, donc personne ne les connaît. Ils n'ont pas accès à Internet, enfin aux réseaux sociaux internationaux. Donc tout se fait en interne. Donc c'est peu visible du monde extérieur, quoi. Il y en a que quelques-uns qu'on voit un peu, mais c'est tout. Ok, ok, ok. Donc t'as Voilà. vraiment Donc un... j'ai commencé à faire ces équipements, puis bah, je suis arrivé à Taïwan, puis il y a eu le Covid, et puis bah, voilà, là il fallait que je retrouve un travail. J'ai fait des études de chinois, de la traduction, etc. Et c'est comme ça que j'ai été amené à travailler à la radio. D'accord. Voilà. Bah écoute, c'est un joli parcours. C'est dingue de se dire que Ouais. tu es expatrié que depuis 2009, c'est-à-dire qu'en de 2009 à aujourd'hui, t'as vraiment un parcours en couleur. C'est quand même Ouais. c'est incroyable. Donc félicitations à toi. Bah écoute, je te propose qu'on aille maintenant, qu'on se dirige maintenant vers le thème de ce soir, donc la technologie. Yes. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que on contextualise un petit peu, parce que, évidemment, quand l'émission a été planifiée, j'ai commencé à faire un peu des recherches de mon côté. Bien sûr. Et en fait, il y a un petit résumé qui est de comment a été vue l'évolution de Taïwan des enfin, les prémices de ce miracle taïwanais dont je parle en intro, vu d'ici. Et comme comme tu vis actuellement à Taïwan et que tu connais un peu mieux le sujet, ça te permettra de savoir si c'est tout à fait exact ou s'il y a des trucs à compléter ou si c'est totalement ou s'il y a des trucs qui sont faux. Donc, ce qui est Yes. dit, c'est que dans les années 50, du coup, après que le Japon se soit pris deux bombes dans la gueule, Taïwan passe sous une autre tutelle. Et il bénéficie d'une réforme agraire et d'une aide économique des USA qui permet à des gens de la paysannerie de devenir des entrepreneurs et des rentiers. Et dans les années 70, il y a d'énormes travaux d'infrastructure et des politiques de développement d'industrie technologique, notamment celle de semi-conducteurs, et c'est ça qui aurait commencé à mener à ce miracle taïwanais dont la presse étrangère parle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a des détails qui manquent? Il manque un peu de détails parce qu'en fait, Hmm. faut replacer en fait l'industrialisation de Taïwan. Comment Taïwan est, on se souvient tous dans les années 80-90 que tout était made in Taïwan en Oui, fait. Et donc l'industrialisation de Taïwan, les semi-conducteurs à la base quand ils étaient créés, c'était dans les années 50-60 en fait. Ils ont commencé à envoyer beaucoup de Taïwanais un peu de manière un peu forcée aux États-Unis pour apprendre justement tout ce qui était technologique. Et en fait, on a retrouvé beaucoup de Taïwanais aux États-Unis. Et puis bon, il y en a beaucoup qui s'échappaient aussi
faut se souvenir aussi qu'à l'époque, C'était on pas était très en plein dans démocratique, le, c'est ce que j'ai compris, ouais. on était en plein dans une terreur blanche, hein. Il y avait des couvre-feux, il y avait la loi martiale, il y avait plein de choses comme ça. Donc, beaucoup de gens y allaient volontiers quand même aux États-Unis, hein. Et donc, bah, il y a eu beaucoup de gens qui sont commencé à se former en ingénierie, et donc notamment l'électronique, mais pas que. Euh, et, euh, et en fait, donc, il y a eu des ingénieurs, dont Maurice Chang, qui est le créateur de TSMC, dont on parlera peut-être un peu Oui, il y plus a une en question détail qui est tout à prévue l'heure. pour ça, oui. Voilà. Et en fait, il y a eu plein d'ingénieurs en fait, qui ont travaillé, je sais pas, pendant 10, 15, 20, 30 ans et en suivant l'évolution en fait, des semi-conducteurs dans les bureaux de recherche les plus réputés des États-Unis. Et il y avait plein de Taïwanais là-dedans. Mais pas que des Taïwanais, il y avait aussi des Coréens, il y avait des Japonais, il y avait beaucoup d'Asiatiques au final, qui au final, dans les années 80, fin des années 90, ont commencé à rentrer chez eux et à créer leurs propres entreprises. Euh, Les quatre dringos s'incrustent chez l'oncle Sam, en fait. C'est pas que une aide économique ça, des USA, ça a c'est été que un les peu mecs ça. venaient piocher les idées là-bas, quoi. Voilà, et tous des spécialistes, bah, surtout de l'utilisation du silicium pour créer des composants des circuits. Et donc il y a toute cette histoire en fait derrière. Et j'avais fait une émission là-dessus que j'invite les gens à retrouver. Si vous cherchez sur le site de RTI ou même directement sur Google Papa Chiang, P-A-P-A-C-H-I-A-N-G. En, en fait, c'est le musée de l'ordinateur de la Silicon Valley qui a fait une interview de ce personnage et a retracé sa carrière. Et en fait, on revoit en fait l'histoire des semi-conducteurs avec Taïwan à travers ce personnage. En fait, on voit tout au fur et à mesure de sa carrière. En fait, on revoit un petit peu le traçage. Il a suivi vraiment toujours le top de la technologie du semi-conducteur jusqu'à aujourd'hui. Et bon, la fin de l'histoire, c'est qu'il finit en Chine et que récemment, il a été re-embauché par Taïwan, par Foxconn. Voilà. Foxconn, et ben justement, Foxconn, bah du coup, on cherche, tu m'enverras le lien de ce reportage et je le mets, ou alors je le chercherai de mon côté et je mettrai le lien en Ouais. description de ce reportage dont tu parles. Et C'est une du série, coup, ouais. tu parles de Foxconn, c'est une entreprise qui débarque en 74. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit fabricant qui est devenu assez vite un énorme groupe industriel aujourd'hui, de ce qu'on en voit? Je connais pas l'histoire dans le détail de Foxconn. J'ai pas trop. J'ai plus suivi TSMC et les Hmm. semi-conducteurs parce que ça m'intéressait. Je voulais comprendre cette histoire de semi-conducteurs à Taïwan. Donc, à travers cette série, j'ai vraiment un peu plus recherché au niveau des semi-conducteurs. J'avoue que Foxconn, le début et l'ascension de la industrielle de Foxconn, suis un peu. J'ai pas vraiment Hmm. de connaissances sur le sujet. Euh, Après, Foxconn, ce qu'on peut dire, c'est que bah, c'est vraiment on est encore dans l'industrialisation, le Made in Taiwan. Donc, Made in Taiwan, il y a vraiment plusieurs pôles à l'époque, hein. Ça a commencé avec, on oublie peut-être un petit peu, mais ça a commencé avec l'industrialisation de raquettes, en fait. Taïwan avait été très bon pour faire des raquettes de tennis. Ah, Et c'est devenu populaire dans les années 60, 50, 60. Et donc, le lancement des raquettes de tennis, ça a très vite été produit à Taïwan. Et ça a été le démarrage, en fait, de l'industrialisation générale. Euh, ils ont fait, bah, ça a commencé avec les raquettes de tennis, puis ils ont continué avec plein de choses qui étaient faites à partir de plastique. Taïwan est très vite devenu très fort en plastique. Et ben, les chaussures, les jouets, tout ce qui pouvait être fait en plastique, Taïwan pouvait le faire et à des prix très compétitifs. Donc, euh, le Japon a commencé à faire produire ces choses à Taïwan. Et c'est là où, en fait, comme il y avait besoin de beaucoup de plastique pour faire l'emballage et les produits, il y a eu aussi bah, le besoin de semi-conducteurs. Donc, il y a eu aussi les boîtes de semi-conducteurs qui ont commencé à suivre. Et 87, bon, je vois pour TSMC. et 87 pour TSMC et bah, un peu plus tôt pour Foxconn, qui était d'abord une usine d'assemblage, etc. Et en fait, si on suit un peu le chemin de l'industrie et des usines dans l'histoire, en fait, ça a été. Le Japon a commencé à produire de l'outillage et ce genre de choses pour remplacer, on va dire, comment ça s'appelle? Du Bosch, par exemple. Avant, toutes nos perceuses étaient Bosch, puis après, il y a eu du Makita, il y a eu des marques japonaises qui ont commencé Hmm. à sortir. Et c'était de la très mauvaise qualité à l'époque, hein. C'était comme le Made in China d'il y a 20 ans.
Et en fait, ça a été ensuite Taïwan, puis après c'était la Chine. Taïwan et la Corée, puis après la Chine. Et en fait, donc cette évolution, en fait, les savoir-faire vraiment été transférés. Et pour la petite anecdote, dans l'industrie, on dit toujours que le Japon, c'est au niveau de la création industrielle, c'est copier et améliorer. Taïwan, c'est copier à l'identique. Et la Chine, c'est copier et faire moins cher. Voilà, si on veut remettre dans le contexte. Alors ça, je t'en avais un peu parlé lors d'un stream où tu visitais un lac. C'était il y a 2 jours, je crois, où tu visitais un Oui, lac, le lac des Mille. J'ai oublié le nom. des mille îles, c'est pas facile à dire. Le lac des Mille îles. Ouais, c'est ça. Mais j'avais un doute sur le dernier En mot. anglais, c'est plus facile, c'est Thousand Islands, mais ouais. Et en fait, on était revenu un peu, on en avait parlé vite fait. Il y avait cette rumeur sur Foxconn, usine à suicide. Info ou intox? Voilà. Alors, c'est pas de l'info, de l'intox, faut remettre. Alors, là, ça reste mon avis un peu personnel. Faut imaginer à l'époque l'histoire des suicides. On remonte à Shenzhen, le Foxconn, c'est 1 million d'ouvriers. Seulement des ouvriers, hein. Même pas les travailleurs, c'est pas de travailleurs, ça comprend même pas le staff, c'est juste des ouvriers. Et faudrait que je regarde les statistiques à l'époque. Euh, et en fait, les gens ont commencé, il y a eu des histoires de suicide, etc. Et en fait, le problème, c'est que il y avait un phénomène de suicide. Je suis pas sûr qu'aux statistiques, ce soit plus important que la moyenne dans une ville d'1 million d'habitants. Euh, euh, Par contre, c'est ça que j'essaie d'expliquer en fait, c'est que c'est rare qu'il y ait dans des usines comme ça des suicides, mais c'est rare qu'il y ait des usines d'un million d'ouvriers aussi. Oui, Et la d'ailleurs, ils ont scale probabilité est down. plus forte, c'est ça que tu veux dire. Je veux dire, il y en a forcément plus en volume qu'ailleurs. Et faut savoir, en fait, faut comprendre ce que c'est une énorme usine comme ça, ce que ça représente. J'ai Un déjà visité million. des usines de 50 000, 100 000 ouvriers en Chine. Euh, c'est des villes complètes. Et en fait, on est dans des écosystèmes qui font que on fait tout pour qu'on reste dans cet endroit-là. Et ça peut pousser à la déprime, bien sûr. Et tout le monde n'est pas super. C'est pas le monde de bisounours, quoi, hein. On reste dans un contexte où il y a des problèmes sociaux, il y a plein de choses. Et je veux pas dire que Foxconn n'a pas eu de responsabilité là-dessus. Foxconn a une tendance, on sait, à faire des choses quand même pas forcément très socialement très sympathiques. Euh, En même temps, l'Asie, l'Asie et les droits des travailleurs, c'est une relation un peu conflictuelle, hein. et j'aimerais atténuer ça aussi dans le sens où Hmm. c'est pour ça que j'essaie de donner de la nuance en fait là-dedans Oui, parce oui, que le but, c'est pas voilà, de, fait de dire ah non, y a rien. on est- Si, il y a eu des trucs, mais c'est à nuancer, effectivement. Oui. c'est à nuancer parce qu'en fait, on est dans de l'hyperscale. Personne n'a jamais fait d'usine d'1 million d'ouvriers à part eux. D'ailleurs, ils ont split après. Ils ont un peu, ils ont fermé quasiment tout ce qu'il y avait à Shenzhen et puis ils ont séparé les pôles d'activité un peu partout en Chine pour plus faire vraiment des grosses usines comme ça. Et parce que c'était l'hyperscale en fait qui a attiré les regards. Ce que j'appelle l'hyperscale, hein. Je sais pas si c'est compréhensible, mais Euh, c'est Hyperscale, c'est la ça, mise t'as à dit? l'échelle à l'infiniment grand, quoi. Ah oui, oui. Ben, en fait, comme tu décris ça, on dirait vraiment c'est un peu d'une sorte de zone industrielle gigantesque, quoi. En fait, il y a que c'est une Euh, usine qui s'étend sur plusieurs kilomètres. c'est pas que ça, justement, c'est une vraie ville. C'est-à-dire que vous allez avoir des centres administratifs, vous allez aller voir des bureaux de poste, tout ce qui est infrastructure existe, vous allez avoir des villages avec plusieurs niveaux des centres commerciaux, avec plusieurs niveaux de qualité, le truc tout basique pour les ouvriers de base qui vendent des trucs pas chers. Vous allez avoir une rue d'électronique et là vous allez rester dans le mur, en fait, dans l'enceinte de l'usine. Et c'est une ville complète. Vous avez un service de bus qui vous permet de voyager partout. Vous vous rendez compte, c'est 1 million d'habitants. Vous imaginez la taille de l'usine? C'est Ah ouais, c'est donc la incroyable. probabilité qu'il y ait Bah, ce genre de drame est plus il y a probable, forcément oui. aussi, ça apporte aussi des problèmes sociaux. Et puis, je répète, en fait, pour sortir de cet écosystème, tout est fait pour qu'on y reste.
Ouais, en gros, on n'est pas sur le France Télécom d'Extrême-Orient, parce que je t'avais donné cet exemple pour rigoler, parce qu'il y a eu l'affaire, je sais pas si tu avais suivi ça, je crois que tu étais déjà parti, mais il y avait en gros, à France Télécom, il y avait une énorme flopée de suicides, et ça avait fait les gros titres de la presse, c'est-à-dire on se rendait compte que dans la même entreprise, il y avait des mecs qui s'étaient défenestrés ou que sais-je, et à l'époque, ça avait fait un tel tollé que le PDG avait dû être viré. Donc on n'est pas sur ça, parce que c'est pas juste une entreprise, c'est une ville entière d'ouvriers et qui en plus ont des conditions de travail pas forcément très fun, et du coup les probabilités sont plus grandes. Il y a eu une très mauvaise communication, c'est toujours le cas pour Foxconn, hein. Très mauvaise communication et une très mauvaise gestion de communication derrière ça, où au lieu de mettre en place des psychologues ou ce genre de choses, accès à plus de services pour les ouvriers et ce genre de choses, ils ont préféré mettre des filets. C'est là où ça fait une esclandre en fait. Ouais. Pour que les mecs arrêtent de se défenestrer, ils ont mis des filets et des barrières en métal à toutes les fenêtres. Mais tu peux les couper, les filets. C'est quoi ça? Les filets, bah, vous savez, c'est des immeubles de 10, 20, 30 étages, et les mecs qui sautaient d'en haut, et au lieu de. Voilà, ils ont mis des filets au milieu, dans les cours, pour pas que les Ah, en mode trampoline. Oh, d'accord, ok, ouais. Okay. Ouais. Mais même là, avec la pression de. Ouais, bon, ça. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun apport, ou presque aucun apport de fait au niveau social. Ouais. Et c'est là où il y a eu vraiment le scandale. Donc Foxconn n'a pas le cul propre, mais ça a été exagéré, quoi. Donc c'est... Ouais, c'est... Il y a toujours... Et pareil, et puis les journalistes français, là je vais un petit peu... tu peux. Un petit peu en phase, un petit peu, comment dire, un petit peu... les taquiner. Je sais pas. Les taquiner, un petit peu critiquer mes collègues en France, mais ils vont chercher ce genre de sujet. Sans avoir aucune connaissance de comment ça se passe en Chine ou quoi que ce soit. Et donc, comme toujours, hein, je dis, la taille de l'entreprise, et une fois qu'il y a eu ce genre de scandales qui ont éclaté, attire les gens. Et donc, ils viennent, mais ils n'ont qu'une connaissance du monde de l'usine en Chine. Moi, j'ai visité plus de 500 usines dans mon Oui, travail. t'as visité des usines de Foxconn, tu m'avais dit que tu avais visité des usines. J'ai visité un site, alors c'était pas Foxconn, mais des grosses usines du style, ouais, j'en ai visité. Quand j'étais à Canton, j'ai visité quelques-unes. J'ai visité, donc, comme je te dis, des usines à 50 000, 100 000 ouvriers. Même après, j'ai visité des grosses usines taïwanaises qui n'étaient pas dans le même genre, et c'est là où on voit, en fait, au niveau de l'industrie, combien d'entreprises se sont développées à Taïwan. Un leader dans les ampoules à l'époque, qui faisait tout pour Philips quasiment, c'était un Taïwanais en Chine. Putain. En fait, il y a eu aussi cette partie aussi de développement taïwanais en Chine qui a permis, en fait, aux entreprises étrangères d'avoir accès aux usines chinoises avec un management un peu plus à l'étrangère. Et en fait, les Taïwanais ont été très forts dans ce lien et cette gestion. Seuls les Taïwanais savaient très bien gérer des ouvriers chinois, en fait. Et permettait d'avoir de la qualité. Proximité culturelle et linguistique, peut-être. Bah voilà, ils étaient justement un très bon pont, en fait, entre le monde occidental et la Chine à l'époque. Et donc, en fait, j'ai visité donc ce genre d'usine et ouais, c'est vrai que c'est quand même impressionnant parce que c'est vraiment des villes entières, quoi. Mais j'ai pas visité Foxconn. Non, Foxconn. Mais déjà, comme tu le décris, on dirait vraiment un scénario de film de post-apo steampunk avec des grosses villes industrielles. C'est Blade Runner, le truc. C'est des villes entières d'usines. C'est vraiment... ça paraît lunaire, dit comme ça. Pour aller d'un côté, enfin, Foxconn, pour aller d'un côté à l'autre de l'usine, vous avez des bus qui a plus de 20 stations, quoi. Voilà. C'est dingue. C'est pour se donner une idée, quoi. Ça va presque de Shenzhen à Canton. Il y a Dongguan, quand même, une ville entre les deux. Hein. Il y a plus de 100 km entre les deux. Ok. Voilà, c'est énorme. Et du coup, on arrive au... Même mon modérateur, il est scotché, il dit impressionnant. Et du coup, on va parler d'un sujet que tu maîtrises un peu plus, celui de TSMC, donc Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, donc qui débarque en 87. Yes. Alors déjà, on va commencer dans un premier temps parce qu'il y a beaucoup de néophytes qui nous regardent, qui ne sont pas forcément très connaisseurs sur le sujet de l'électronique, leur définir ce qu'est un semi-conducteur et surtout, ensuite, dans un deuxième temps, comment cette boîte-là est devenue en 35 ans la plus importante fonderie de semi-conducteurs indépendante. Ce qui n'est pas rien. TSMC, l'histoire de cette société, en fait, c'est, comme je vous ai dit, c'est Maurice Chang. C'est un ingénieur qui a tout appris aux États-Unis
qui a été dans les plus grosses structures en termes d'innovation des semi-conducteurs aux États-Unis. Il est passé par des entreprises à l'époque, c'était vraiment les leaders, hein, que ce soit Texas Instruments, ce genre de société-là. Et en fait, bah, il est rentré à Taïwan, et puis il s'est dit, ouais, on va faire quelque chose avec Taïwan, parce qu'il y a une opportunité. Taïwan était quand même l'endroit où on produisait tout à l'époque. Dans les années 80, c'était vraiment tout était made in Taïwan, hein. Et il y avait donc surtout ces énormes industries de plastique qui sont quand même essentielles enfin, aussi au monde de l'électronique. Donc il y avait de l'assemblage d'ordinateurs et de produits électroniques déjà à Taïwan. Souvent même, je suis pas sûr, mais je dirais même pour pas mal, je crois que pour l'international, les consoles ou ce genre de choses, hein, alors que c'était on était à l'époque à l'arrivée des premières Game Boy, des premières consoles Il y a une portables, question sur etc. ça qui est prévue, oui. Tout était plastique. Donc il y avait quand même ce lien en fait entre l'électronique et le plastique qui était assez fort. Et donc bah, il y avait quand même une opportunité. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a pris beaucoup de temps, hein, avant que TSMC devienne le leader, hein. Je Bien rappelle sûr. que TSMC est leader que depuis 3 ans, hein, 2-3 ans maximum. 32 Et ans après sa ils ont création. travaillé. Voilà. Bon, je vais vous passer un petit peu l'histoire parce que sinon on va en avoir pour 5 Oui, heures. bien Mais sûr. en gros, ce qui a fait vraiment la force de TSMC, c'est c'est juste que les ingénieurs taïwanais euh, travaillaient jour et nuit. En gros, c'est juste ça. Il y a pas eu d'invention incroyable faite par TSMC ou quoi que ce soit. Ils travaillaient jour et nuit et garantissaient la qualité de leurs produits à la minute. Donc en fait, dans le semi-conducteur, dans le circuit imprimé, alors bon, on va déjà dire ce que c'est un semi-conducteur. Vous savez, le circuit imprimé, les projets que vous avez fait à l'école en cours de technologie, je sais pas si ça existe encore, mais bon, Si, si, la je petite me suis alarme que déjà vous brûlé avez. avec un fer à souder plusieurs fois, hein. Les vrais Bah, savent. c'est ça, mais réduit à l'échelle du nanomètre. Donc, on est plus sur Pourquoi ça s'appelle un semi-conducteur? Parce qu'en fait, ce sont les réactions chimiques et électriques. Le composant chimique va faire en sorte, l'impression chimique sur des surfaces extrêmement fines, c'est juste quelques microns de peinture qui sont imprimés sur des composants extrêmement fins qui font en fait la capacité de, de semi-conducteurs et de microprocesseurs au final. Donc en fait, c'est juste la mise à l'échelle en extrêmement petit, à l'échelle de l'électron quasiment, enfin de l'atome, euh, d'un circuit imprimé. C'est ça. Mais justement, Taïwan est justement décrit pour être aussi très important dans le domaine de la nanotechnologie, ce qui pourrait expliquer cela. Hmm. Pardon, j'ai pas entendu. Mais justement, il est beaucoup dit que Taïwan est un acteur phare dans le développement de la nanotechnologie également. Donc ceci explique cela. Oui, 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 bien sûr. Et bah, ça va. L'un entraîne l'autre un petit peu, c'est très lié. Et donc voilà, il y a ça. TSMC aussi, donc bah, comme je vous ai dit, en fait, quand on revoit l'histoire de choses, et Papa Chiang, qui a été un des ingénieurs phares de TSMC pendant des années, expliquait en fait la seule chose qui différencie TSMC des autres sociétés, c'est juste que les ingénieurs bah, vivent pour la société, quoi. Et lui, il expliquait, quand il arrive à Taïwan, toute sa famille était aux États-Unis, sa femme, ses enfants, etc. Il a tout laissé aux États-Unis, il est venu à Taïwan, il est resté pendant 5, 6, 7 ans, où il sortait pas de son laboratoire, quoi. Le matin, il se levait à 6 heures, il allait au laboratoire, il commençait à travailler, il allait au combini du coin pour acheter le repas du midi, puis après, il revenait le soir pareil, il allait retourner au combini, puis il finissait à 10 heures 11 heures puis il rentrait chez lui, il dormait, puis il repartait pour une deuxième journée, quoi. Et c'était comme ça tous les jours, du lundi au dimanche. Et là, on parle d'un ingénieur en chef, quoi, enfin, un des principaux chercheurs. Euh, Imaginez les autres ingénieurs, c'est ça partout. Et c'est ça qui a fait la force de TSMC. Est-ce que c'est pas aussi ça qui expliquerait parce que Taïwan fait partie de ces pays en Asie de l'Est qui ont un très faible taux de natalité. En fait, ils ont juste pas le temps de faire des gosses, de ce que j'entends en fait. Ah, non, c'est ça, là, c'est que TSMC, en termes d'employés, c'est pas énorme au niveau de la population.
Ah, donc c'est C'est pas d'autres un il y a d'autres Foxconn, facteurs, ouais. justement, parce que là, on parle d'ingénieurs, c'est énorme en termes d'ingénieurs. Je sais Hmm. pas quel est le pourcentage d'ingénieurs qui vont chez TSMC chaque année, mais c'est énorme. Il y a beaucoup d'ingénieurs en semi-conducteurs. D'ailleurs, maintenant, il faut qu'ils recrutent à l'étranger, etc. Mais c'est énorme. Mais c'est des ingénieurs. TSMC, en termes d'ouvriers de base sans diplôme, c'est infime la quantité par rapport au niveau d'ingénieurs. Parce qu'au final, tout est automatisé. Vous Oui. avez peut-être la- même la mise en carton. Enfin, je veux dire, vous avez tout le processus des semi-conducteurs est fait vraiment sur des chaînes automatiques. Puisqu'on doit vraiment, vraiment le point clé des semi-conducteurs, la viabilité des produits. C'est-à-dire que tout doit être fait pour qu'il y ait zéro erreur. Le moins d'erreurs on a le moins de produits défectueux on a, le plus on gagne d'argent. Hmm. Et donc, c'est vraiment le point clé du semi-conducteur. Et c'est ça aussi qui fait la force de TSMC. Vu qu'ils ont des ingénieurs qui travaillent toute la journée, du matin au soir, ils évitent forcément les erreurs au niveau des machines. Et puis, ils ont aussi, ils avancent aussi plus vite. Ce qui fait qu'en fait, ils rendent un produit. Tout le monde a à peu près les mêmes technologies, le même niveau de technologie, hein, que ce soit Samsung, ou Intel ou TSMC. Ce qui fait que TSMC est plus fort, c'est que eux, ils réduisent le temps en fait de recherche. C'est-à-dire que quand un Samsung va faire ça en 2 ans, bah, TSMC va faire ça en 1 an et demi. Voilà. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment du rush, du rush. Ouais, c'est vraiment, c'est Le le temps. nombre de Vraiment burn-out le qu'il temps doit y de. avoir, Il doit y en avoir quelques-uns quand même. ça Mais, m'étonnerait pas, ouais. mais Euh, bon, Oui, pardon. mais bon, j'allais dire, mais bon, les salaires sont quand même assez faramineux, hein. Assez faramineux Ah, d'accord, ouais, pour donc Taïwan. Donc, le genre vaut la chandelle, quoi, d'accord, ouais. bah, dès qu'on sort de. Je crois qu'on est à 20 000 euros par mois dès qu'on sort de. C'est ça le début? Non, non, attends, pardon. 5 000 euros par mois en sortie d'école. Ah ouais. Donc, ouais. Donc, Et ouais, à Taïwan, c'est pas cher déjà. en Parce que, plus. aux États-Unis, ils recrutent le même genre de profil à 11 000 dollars par mois. Hmm. Et dans certaines villes de Californie, les mecs vivent dans des pods en ayant un emploi, des espèces de pods qui font à peine 5. Bah ouais, du coup, forcément, le calcul est vite fait Voilà. pour les Taïwanais. Euh, je voulais en profiter pour parler aussi du domaine de l'informatique, parce que dans l'informatique aussi, il y a quelques noms qu'on connaît rien qu'en France. Acer, Asus. Euh, Ouais. Forcément, pour ceux qui veulent des ordis à moindre coût, ça a été une valeur sûre. Moi, j'ai eu un Acer, j'ai déjà eu un Asus. Et il y a également aussi le réseau informatique avec D-Link, on pourra aussi en parler. Comment ils se démarquent, les Taïwanais, dans ces deux domaines en plus? Et surtout, ça permettra aussi de répondre, parce qu'on a reçu Thomas de Infora, que tu connais, et il a profité pour casser une idée reçue, comme quoi, souvent, ça arrive que quand on cherche des marques, on évite tout ce qui est marques chinoises et taïwanaises en disant ah, t'as un Acer. Oh putain, il va te lâcher dans les pattes au bout de 2 ans. Enfin, des trucs comme ça. Est-ce que c'est vrai que tout ce qui est marque d'informatique taïwanaise, c'est autant de l'obsolescence programmée que ça, ou est-ce que faut rester raison gardée sur ces questions-là? Spécialiste là-dedans, par contre. Mais c'est vrai que Acer, Asus, etc., ils sont vraiment devenus, sont toujours dans le top, plus ou moins dans le top 10, top 15 des plus grosses sociétés de vente d'informatique de consommation. Et aussi, au niveau professionnel, hein. Ils ont aussi beaucoup de sociétés qui ont recours à leurs produits parce que c'est un rapport qualité-prix quand même assez intéressant. Et c'est vrai qu'on va, en termes d'entreprise, les gens vont peut-être un peu être plus réticents à utiliser des marques chinoises parce qu'il y a toujours eu des histoires de logiciels espions et ce genre de choses. Donc, Ah, c'est pas une question de qualité du produit. Parce que moi, on va toujours parler de qualité du produit, parce que ça a tendance à péter en moins de deux, quoi. aussi, mais bon, du Lenovo, en termes de qualité de produit, ça passe, hein, les trois Le quarts du nouveau, temps. c'est, rappelle-moi, c'est aussi taïwanais, C'est les chinois. nouveaux? C'est C'est chinois, chinois. d'accord, autant pour moi. Voilà. Ouais, Donc, mais justement, et, Thomas nous avait dit que c'était des conneries et que c'était pas aussi simple que ça, justement. ben voilà, c'est ça, c'est l'idée, c'est que. Et après, Acer, Asus, comment expliquer? Ben, il y a aussi MSI, hein, on dit Acer, Asus, mais il y a aussi MSI, c'est taïwanais aussi, hein. Ah, ok. Et il y a toutes ces entreprises, en fait,
Ah bah j'ai un Lenovo. Et voilà, en fait, là on parle d'entreprise hein, et Oui. d'espionnage en entreprise. Hein. Là je parle de réseau, vous avez plus d'un millier d'ordinateurs dans une entreprise. Euh, Là les gens commencent à regarder quand même un peu plus au niveau de la protection des données, bien sûr. Hmm. Euh, Parce qu'en termes, je suis pas sûr qu'il y ait l'espionnage industriel, pas d'espionnage à travers les machines personnelles. Je pense pas qu'il y ait ça au niveau des machines chinoises. Mais parce que ce serait trop compliqué à mettre en place. Bon, bref. Et donc, Asus, Acer, MSI, ouais, c'est des grosses entreprises, mais ils ont vraiment développé leur business au début à travers les entreprises, en fait. Et après, ça, ça s'est développé après au monde de la consommation. Ils ont toujours fait des produits assez intéressants. Ils ont essayé de faire des choses un peu innovantes, et ils essayent toujours de faire des choses un petit peu innovantes sans être vraiment révolutionnaires. Et c'est aussi un peu ce qui a fait leur marque de fabrique. Bah, j'ai l'impression aussi que, au niveau, comme tu dis, niveau rapport qualité-prix, moi je me souviens que quand j'étais un étudiant fauché, que j'avais seulement 500 balles en poche, un Acer ça faisait le taf. Mais c'est vrai qu'il y avait souvent des défaillances techniques et je me souviens pas avoir eu un. Le plus vieux que. J'ai eu un PC fixe Acer, il a duré 10 ans. Ce qui est pas mal, mais voilà quoi. Hmm. Là, je vois dans le chat que ça parle de la Rogalai, ouais, c'est vrai, beaucoup de gens ont été déçus. Hmm. Ouais. Moi aussi, j'attendais beaucoup de cette console, mais bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, le truc, c'est que c'est bien. Après, utiliser un compact, utiliser un Toshiba, utiliser un ordi, les ordi japonais aussi, ça a été énormément la déception, hein, si on se souvient bien. Euh, Au Hmm. niveau de la qualité, moi j'ai eu un Sony, j'ai eu pas mal de problèmes avec. J'ai le souvenir de. Enfin, je veux dire, il y a. En termes de. En fait, il faut imaginer qu'on essaie toujours de concentrer les mêmes capacités d'un ordi de bureau dans un ordi portable hein, depuis le début. Hmm. Et donc, ça engendre quand même souvent. Là, je parle de portable. Après, en termes de PC de bureau, je suis pas sûr que des Asus, etc. Après, on custom souvent nos ordinateurs, donc c'est un peu différent, vous allez me dire. Mais je suis pas sûr que ce soit moins bien ou mieux qu'une autre Moi, marque. j'ai souvenir que mon Acer, mon Acer fixe, qui est PC de bureau, il a duré 10 ans. Et on a Ah ouais, essayé bon, de le rafistoler nous-mêmes et on n'y est pas arrivé. voilà. Après, bah, il y a ça, mais après, il y a aussi tout ce qui est. Faut imaginer, après, il y a les Taïwanais, les sociétés taïwanaises implantées à Taïwan, mais après, il y a les sociétés américaines où il y a des Taïwanais dedans. Je sais pas si on se rend compte le nombre de Taïwanais qu'il y a dans les nouvelles technologies américaines, mais c'est incroyable. Hein. Je crois il y en a beaucoup dans la Silicon Valley. Ah bah, vas-y, cite-moi, bah, je vais te citer des boîtes, et tu vas me dire si tu penses qu'il y a un Taïwanais dedans ou pas. Meta, Ben oui. non. Alors, Meta, non. C'est un piège, mais Ah merde. il y a YouTube. YouTube, c'est dans les fondateurs, il y a un Taïwanais. Bah, comme on sait hein, maintenant, Nvidia, tout le monde le connaît, mais voilà. AMD, c'est une Et Taïwanaise. pourtant, C'est Nvidia c'est le nec plus ultra des cartes graphiques. Donc oui, voilà. effectivement. Non, mais c'est Mais, pour ça. mais son principal concurrent, c'est une Taïwanaise aussi. C'est des potes au final. Non, C'est des non, potes mais de fac. c'est. Mais non, mais c'est vrai que c'est un peu une idée reçue qu'on a en Occident, alors que moi, à mes souvenirs, Acer et Asus, c'était pas des si mauvaises marques que ça. Alors, mes PC ont lâché, mais parce que je suis une brutasse. Mais sinon, j'ai pas l'impression que c'était des si mauvais PC que ça, les Acer et les Asus. Mais il y avait un peu cette Non, non, bah, réputation de certains c'est pour ça Acer et Asus, ça, c'est des marques de merde, etc. Et moi, j'avais pas l'impression. Mais c'est bien qu'on puisse casser un peu cette idée reçue sur les marques taïwanaises. voilà, mais c'est ça, c'est pareil, dans la vue globale, au final, s'ils sont quand même dans le top 10, top 5 mondial, c'est qu'il y a une raison. Oui. Euh, Ils et vont puis, dire les faibles coûts. Certains vont te les dire ça, ils faibles vont te dire ça coûts, et coûte pas puis cher, donc c'est forcément on vraiment un prend très ça. bon rapport qualité-prix, il y a une fiabilité quand même un peu meilleure que. Et au final, moi, j'ai pas le souvenir d'un seul PC qui soit 100% fiable. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et enfin, moi, j'ai eu des problèmes avec toutes les marques que j'ai eues, donc. Mm. Bref, bon, maintenant je suis sur Mac. Bref, mais j'ai aussi des problèmes. Ah, Trop on bien. sera pas d'accord, mais bon. Euh, Non, y a, j'ai dit que j'ai aussi des problèmes sur Mac. ouais. Donc, tu vois. Y a une question que s'était posée un ami à moi. Il m'en avait fait part quand il a su que j'allais t'inviter. Quand il a su que j'allais t'inviter, il y avait deux questions qui lui trottaient. La deuxième, ce sera plus en lien avec le jeu vidéo, on verra plus tard. Il avait voulu Ouais. poser une question parce qu'il y a une énorme crise asiatique dans les années 90, en 98.
Et en fait, il se demandait si c'est cette crise-là, est-ce que cette crise-là a poussé Taïwan à plus aller vers l'indépendance dans les nouvelles technologies. En mode, on a trop dépendu des ricains, maintenant on va arrêter les conneries, on va faire un cavalier seul. Euh, non, je pense pas. Je pense que Taïwan était déjà dans la voie, même avant ça, en fait. Mais est-ce que ça les a pas poussés? Parce qu'il me semble que la crise de 98, il me semble que ça venait justement des quatre dragons. Donc il y Mhm. avait Taïwan, Singapour, Corée du Sud et Hong Kong. Et les quatre ont bouffé plein tarif en 98. Ouais. Là, j'ai pas la réponse, par contre. D'accord. Faudrait que je regarde un petit peu ce qui s'est passé à l'époque. Hmm. Mais j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup joué au niveau technologique et dans le développement des nouvelles technologies parce que les premières politiques en fait datent des années 80. Donc on- et c'est venu un peu plus avec l'ouverture de la démocratie, le développement technologique à Taïwan. Donc donc le 98 pour moi, s'il n'y a pas eu de vrais déclencheurs, de nouveaux déclencheurs au niveau euh, au niveau de Taïwan. D'accord. De mon point de vue en tout cas. Hmm. Et j'ai pas d'éléments qui m'orientent vers ça. Après, s'il y en a d'autres, Après, je après, peux me s'il y a tromper. des gens qui connaissent bien ce sujet-là, qui veulent répondre, je vous invite. Mais c'est vrai que c'était une question qui s'était posée, et justement, la deuxième question, elle vient juste après. Il m'a un peu aidé. En fait, mon ami Eli est à la base chroniqueur JV. Je l'embrasse Mhm, d'ailleurs, il fait de très bonnes vidéos, et en fait, c'est un passionné de Street Fighter 2. Et quand il a su que le mhm, sujet serait la technologie taïwanaise, il s'est posé une question parce que il a oui parlé d'un jeu d'une borne qui s'appelait Street Fighter 2 Rainbow Edition, qui a connu un énorme succès en Amérique du Nord et qui à la base a été conçu a été conçu à Taïwan. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un cas unique ou est-ce qu'il existe véritablement une culture des bootlegs qui s'adapte aux attentes taïwanaises? Sachant que, attention, avant que tu répondes, je fais un disclaimer, le but c'est pas de faire le raccourci Asie de l'Est égale, enfin Taïwan égale Asie de l'Est égale contrefaçon. Il y a plein de pays, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe centrale, tout ça. L'industrie du jeu vidéo c'est pas aussi bien développé. Je tiens à rappeler que CD Projekt, pourtant une boîte polonaise, a été revendeur de bootleg avant de devenir le studio qu'on connaît tous aujourd'hui. Le but c'est pas de faire le procès de qui que ce soit, le but c'est d'essayer de comprendre. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a une ouais. culture du bootleg à Taïwan ou est-ce que c'est vraiment un cas à part, cette borne? Parce que après, je connais pas trop euh, l'industrie du jeu vidéo, l'histoire de l'industrie du jeu vidéo à Taïwan. Après, la proximité culturelle avec le Japon étant si proche, les trois quarts du temps, les Taïwanais vont vouloir utiliser des machines d'origine. Hmm. C'est quand même beaucoup moins développé qu'en Chine, par exemple. En Chine, vous avez toutes les arcades. Imaginez, toutes les arcades japonaises, il y a des copies chinoises. Toutes. Énorme. Quand vous allez en Chine, vous avez que les copies quasiment. Et vous avez les machines les unes à côté des autres. Ouais, moi, je suis un fan de Jubit. Je sais pas si vous connaissez le jeu Jubit, qui est un jeu d'arcade musical, Oui. qui sont des énormes carrés là sur lesquels on fait. Il y a 16 touches et sur lesquelles bah, on suit le rythme avec ces touches. Et bah, comme la machine avait des difficultés à être autorisée dans le marché chinois, il y avait déjà les machines, je sais plus comment ça s'appelait le truc. euh, Qubit ou un truc comme ça. Hmm. Et c'est exactement la même machine en dehors. Par contre, le toucher était infâme. Et enfin, l'interface était pourrie, mais Qubit était déjà très développé dans les salles d'arcade en Chine à l'époque. Et Oui, mais il me enfin, semble qu'il y avait même une contrefaçon de la GameCube où j'avais entendu un truc comme ça. Enfin bref, ça m'avait fait il y a éclater. des contrefaçons de tout. Tout, tu peux trouver des Nintendo Switch très facilement chinoises, hein. Ouais. Bon, moi, pour Taïwan, j'ai essayé de limiter la casse, justement en faisant ce petit disclaimer. Bon, écoute, voilà, ça c'est Voilà. fait. Mais Taïwan, j'ai pas de souvenir de choses complètement démocratisées qui soient de seconde main comme ça, enfin qui soient aussi développées. Je pense que le bootleg de cette version de Street Fighter a été un peu une exception. Mais ça a pu être un moment, il y a pu y avoir quand même Il y a bien des plus une marchés du tendance bootleg qui se là-dessus. sont lancés en Russie et au Brésil, donc pourquoi pas Taïwan, hein. Donc, Ouais, ouais, bien sûr. Et bah justement, Pour revenir, parce que j'ai regardé le chat, j'ai vu une question sur les smartphones. Euh,
on a oublié de parler d'une grosse entreprise de tech. Bah, Quand même HTC, qu'on... non? Bah voilà. Bah oui. C'était quand même c'était pas le premier smartphone, hein. On l'oublie vite, mais Ah bon, c'est pas. Oh, c'est étonnant ça. bah, C'est les pas premiers, les Apple. premiers téléphones, les premiers téléphones tactiles à écran tactile vraiment intuitif, ça a vraiment été HTC. C'était vraiment les leaders. Putain. Et, Et c'est même après dans qu'est le, venu iPhone. dans le casque VR, HTC Vive, il y a une époque, il y avait, tout le monde avait un HTC Vive, personne n'avait d'Oculus. Ouais. Mais HTC, bon, c'est une histoire très particulière. Je pourrais pas en parler aussi pendant des heures. Euh, liée à la directrice de HTC Développement. En fait, faut savoir que la personne qui a vraiment fait qu'HTC était incroyable est partie et maintenant le patron de Gogoro. Je sais pas si vous connaissez Gogoro, vous avez déjà entendu parler? Non. Les scooters, euh, les scooters électriques. Ah. C'est et c'est ils ont et d'ailleurs bah Gogoro est ultra va à mon avis être le prochain gros pôle industriel de Taïwan parce que c'est énorme ce qu'ils font. En Oui, fait, j'ai leur vu qu'il y avait aussi un système. gros marché de scooters électriques au Taïwan, ouais, de ce que j'ai vu. Ouais, ouais. Bah ouais, bon, il y a le parc de scooters à Taïwan, c'est 23 millions d'habitants et 21 millions de scooters. Donc, faut savoir. Énorme. Voilà, donc il y a un marché pour le scooter électrique. Ça se développe de plus en plus. En plus, là, ils commencent à vraiment faire des gammes chez Gogoro, ce qui était un peu attendu. Là, ils vont sortir un scooter plus puissant, un équivalent. Alors, à Taïwan, c'est un équivalent 150 cm3. En France, ils le disent pour un véritable 125 cm3. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce qu'est un véritable ou un faux 125 cm3, mais bon, je crois que c'est parce que en France, on calcule que la taille du moteur, alors que à Taïwan, on va calculer aussi les échappements et les choses comme ça, les tuyaux, fait que ça grossit la taille du moteur en termes de sur le papier. Donc c'est une question de calcul. Et là, on parle de thermique, hein. Et donc, ouais, il y a toujours des équivalences. Et donc, voilà. Pour la France, un 125 cm3, c'est les 150 cm3 de Taïwan. D'accord. Et donc, pour revenir sur Gogoro, etc., maintenant, ils ont les batteries échangeables qui sont extrêmement populaires. C'est un système quand même super pratique. C'est-à-dire que la gestion des batteries du début à la fin, que ce soit leur recharge ou le changement des batteries, tout est consommé, est géré par l'entreprise. Je vois. J'aurais bien aimé savoir si la série des jeux Swords and Fury est si populaire que ça. Me souvenir, c'est originaire de ce pays. J'ai aucune idée. Je suis pas très jeu vidéo, je suis désolé. J'ai pas une très grande culture des jeux vidéo à Taïwan. Euh, je connais les FPS. Je sais que Taïwan, c'est Apex et Overwatch, hein, principalement. Hein, mais Tout le j'ai reste, je l'impression suis qu'il y a une pas. Je suis grosse. pas. J'ai l'impression qu'en Asie de l'Est en général, il y a une grosse culture du jeu en ligne. Je crois que c'est en Corée du Sud où il y a carrément des compétitions de StarCraft et il y a même une catégorie de joueurs qui s'appelle les Gosu, God of StarCraft Universe, et il y a des compétitions sans arrêt d'e-sport en Corée du La, Sud. Donc, la Corée du Sud, c'est encore un monde très particulier dans le jeu vidéo. Mais ouais, ouais. ouais, ouais. C'est des fous. Mais par contre, il y a une question que. Parce que j'avais vu ce live, ou du coup, parce que j'avais vu, je voyais un moment sur mon truc Twitch, je vois Val Taiwan vous a fait un shout-out. Je fais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais voir le live et justement, tu parlais un petit peu. Et à un moment, il y avait un nom qui a été évoqué et je me suis renseigné. Et j'aimerais que tu nous en parles de cette personne parce qu'elle a l'air assez atypique. C'est la l'AE, parce que Oui. visiblement, il ou elle se décrit non-binaire. Elle, elle. Ah, elle se définissait non-binaire, de ce que j'ai vu. Elle est non-binaire, mais avec le pronom elle. Autant pour moi, très bien. Eh ben, tu vas nous en parler un peu pour deviner de qui il s'agit. La ministre des Affaires numériques, Audrey Tang. Visiblement, cette Ouais. personne est assez atypique dans le Elle est domaine. atypique. Faut savoir que je crois que c'est au lycée qu'elle a commencé à programmer des choses un peu incroyables dès le début. C'est une personne. Alors, je connais pas toute son histoire par cœur, mais Mais ce qu'elle voilà, apporte je sais aujourd'hui, que c'est... voilà, on va aller très vite sur son profil. Euh, Elle a été une des personnes les plus influentes au niveau de la révolution du mouvement des tournesols. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'était un peu cette époque où euh, Taïwan était sous gouvernance du Kuomintang, mais bon, le Kuomintang, le parti nationaliste qui a été pendant 40 ans initiateur comment ça s'appelle?
à de la terreur blanche et de la loi martiale, mais bon, qui s'est démocratisé par lui-même après. Bon, donc faut aussi remettre en contexte, c'est pas que tout noir. Oui. Le Kuomintang, il y a aussi cette partie où ils ont réussi quand même à se démocratiser, même s'ils ont été forcés par les événements. Et donc, il y avait encore à nouveau un président du Kuomintang, Ma Ying-jeou à l'époque, et donc il avait en fait, il y avait des histoires sur le manque de transparence du gouvernement par rapport notamment au logement. Et en fait, il y avait un dumping fait dans le monde du logement. Et en fait, il voulait pas rendre public ou vraiment de manière très dissimulée les informations sur ça. Et en fait, Audrey Tang a créé un, un site parallèle au gouvernement qui s'appelle GovZero. Donc en fait, le principe, c'était de reprendre toutes les adresses Internet du gouvernement, selon les ministères, etc., et de mettre un zéro à la place du O, .gov. Au lieu que ce soit .gov, c'était .gov G 0V. Du lit. Et en Ok. fait, voilà. Donc en cherchant en général des choses sur du gouvernement par rapport au logement, etc., on tombait rapidement sur les pages de GovZero. Ils avaient mis donc de manière très transparente et intuitive toutes les informations par rapport au marché de l'immobilier. C'est ça qui a commencé en fait. Donc en fait donc ils ont fait des algorithmes, etc. Et en fait t'avais un outil de recherche et tu pouvais savoir en fait combien ton voisin avait vendu son appartement. Et ça c'était pas possible avant. Et tout ça, en fait, ils ont essayé de numériser vraiment le plus les informations qui étaient déjà publiques, mais souvent localement et un peu dissimulées par le gouvernement. Pas dissimulées, mais un petit peu ce qu'on appelle bury en anglais, hein, c'est un Enterré, peu mis enfoui, sous terre, ouais. ouais, enterré, pour pas que les gens puissent avoir accès à ces informations. Et donc, voilà, c'est ça. Et puis, c'est vraiment ce génie, cette personne très atypique, c'est vraiment c'est dans le, la technologie au service vraiment des personnes qui travaillent de la société, vraiment, Mhm. au service de la société. C'est ça vraiment qui fait sa particularité, c'est qu'elle est aussi rebelle qu'elle est comment dire, qu'elle est ingénieuse, quoi. Elle a jamais voulu utiliser la technologie au service du business ou pour son intérêt personnel, pour ses revenus personnels. Elle a vraiment toujours cherché à aider la société taïwanaise avec ses connaissances Elle est en populaire au termes de sens technologie et propre. de programmation. Elle est populaire au sens propre. Voilà. D'accord. Et c'est un truc assez incroyable, comme cette organisation qui existe toujours, hein, GovZero, vous l'avez toujours. Euh, euh, En fait, c'était, au lieu de faire des appels gouvernementaux pour avoir qui demandent des appels d'offres et donc de la corruption à 90% du temps, parce que c'est toujours les potes qu'on embauche et qu'il n'y a rien qui se passe. Euh, bon, je vais pas trop parler de la condition de la radio, mais c'est un peu ça qui se passe à chaque fois. C'est pas forcément des potes, mais les gens qui travaillent pour la radio, en termes de logiciels, de sites internet, etc. Vous pourrez regarder un peu l'interface, vous comprendrez vite, hein. C'est pas intuitif, c'est pas ce qu'il y a d'optimal pour un média, pour que les gens aient envie d'aller le regarder et Mhm. soient toujours un petit peu attirés vers le média, parce qu'il n'y a même pas de système de notification sur notre radio, tu vois. Donc, ce qui est à peu près obligatoire dans notre époque si on veut être un peu vu par notre public, rien que par notre public, même pas par l'extérieur. Bref. Donc, petite ratate sur la radio, mais bon, En plus, sur une radio un peu dépendante, tu fais ça. Après, on va encore dire que je suis un concurrent alors que je fais juste mon taf. Merde. bah non, mais non, c'est une radio publique. Ouais. Et c'est l'organe administratif au final. Et Hmm. ça peut peser très lourd très vite à Taïwan, l'organe administratif, un peu comme dans tous les pays d'Asie de l'Est, hein, bon, dans tous les pays, bon, dans la plupart des pays en général, mais c'est vrai que l'administration peut être très lourde par rapport à l'efficacité très vite, en fait, en tout cas à Taïwan. Et, euh, et donc, c'est ça qu'elle a voulu un peu casser. C'est-à-dire que, ok, vous n'avez pas les budgets, vous n'avez rien, et ben nous, on va tout faire. On va le faire socialement. Zéro argent. On va y aller. Hop, et c'est parti. Et t'as des groupes de 50
férus d'informatique qui ont commencé à faire des solutions. Et on le voit sur Twitch Taïwan au final. Les mecs, ils ont des technologies que j'ai jamais vues ailleurs en termes d'interface avec la population. Ils ont des traducteurs super compétents. Et en fait, tu as des fans d'informatique qui vont travailler derrière et qui vont donner gratuitement aux streamers des outils qui sont des machines de guerre, hein. Vraiment. Oh. Ah ouais. Les Taïwanais, vous voulez Non, pas vraiment. échanger, s'il vous plaît? Mais c'est vraiment un truc qui manque, je trouve, aussi en France, hein. Là, je vais un petit peu comparer. C'est vraiment un truc qui nous manque en France. Vraiment moi, c'est vraiment quelque chose que j'admire énormément à Taïwan pour ça. C'est quand même qu'il y ait cette partie de conscience sociale et Hmm. bah, c'est aussi poussé par les contextes géopolitiques, hein, on va pas le cacher. Mais cette conscience sociale de vouloir vraiment aider et pas de le faire de manière trop intéressée, quoi. Dans ça, pour certaines personnes, en tout cas. Parce Et- qu'il y a aussi l'opposé, hein. Enfin, je veux dire, Oui. c'est pas pour rien qu'à Taïwan, il y a la plus grosse mafia, la plus grosse triade au monde. Enfin, voilà, il y a aussi l'opposé, ou qu'il y ait des Foxconn et compagnie. Un extrême en amène un autre, hein. Ça, c'est partout Voilà, pareil. voilà. Mais c'est intéressant qu'il y a eu ce contrebalancement aussi dans la société et que GovZero fonctionne toujours. J'ai fait un hackathon, hein, de chez eux pour leur outil comment ça s'appelle? Alors, un Ils hackathon, ont on un rappelle, logiciel. c'est une jam, mais dans l'informatique. Pour ceux qui voient les game Voilà. jam, bah, c'est pareil, mais dans l'informatique. En quelque sorte, c'est ça. Un hackathon, en fait, c'est une réunion, un genre de colloque où les gens se réunissent pendant un week-end. C'est Et ça, ils oui. passent toute leur journée ensemble et ils essaient de faire développer un projet. Voilà, donc c'est une game jam, Peu mais importe les vrais. d'informaticiens. C'est ce qui est Voilà. cool. Et la spécificité des hackathons de GovZero, c'est que chaque hackathon est en direct sur YouTube. Énorme. Donc vous pouvez assister en direct à ce qu'on est en train de faire chacun, les discussions qui sont posées, etc. Ça, c'est vraiment la transparence à l'extrême que veut Audrey Tang, hein. Et tout ce qu'elle fait, c'est dans cet objectif-là. C'est aussi comme ça qu'il y a eu, pendant tout le Covid, des conférences de presse quotidiennes de 2 heures, alors que les mecs, ils avaient autre chose à faire au niveau du gouvernement, à mon avis. Mais des conférences quotidiennes de 2 heures où les gens expliquaient, répondaient à toutes les questions. C'est énorme. Pas C'est c'est- forcément, c'est- alors des fois. c'est cette espèce d'excentricité que tu retrouves dans certains pays où tu as une personne qui sort du lot, qu'on aime ou qu'on déteste, hein, mais qui sort du lot et qui a une telle excentricité, mais qui apporte une plus-value quand même au pays. C'est dingue. Et donc, bah, faut voir que Audrey Tang est tellement importante pour le gouvernement actuel qu'elle est passée quand même de ministre d'une commission des affaires digitales, enfin affaires numériques, à ministre d'un ministère. Elle est passée au rang de ministère, donc ça change quand même énormément de choses, hein. Et c'est une ministre sans portefeuille, elle n'a pas d'appartenance politique. Oui, ouais, c'est vrai qu'elle est. Quand on voit courant, c'est marqué indépendant sur Ah, son. ouais, totalement. Là, vaut mieux pas lui dire qu'elle appartient au DPP, les gens, elle va pas aimer du tout. Non, non, mais. Alors, le Bon, DPP, c'est le parti au pouvoir, c'est ça? c'est le parti au pouvoir, c'est le parti démocrate progressiste, c'est le parti vraiment. Beaucoup maintenant l'assimilent à l'indépendantisme, mais non. C'est juste un peu. La ligne de tous les partis actuellement, c'est statu quo, hein, pour info. Il n'y a pas un parti pro-Chine et pas un parti pro-Taïwan, même si on l'entend beaucoup dans les médias français. Maintenant, on est sur des partis statu quo. Il y a des partis plus proches de la Chine, oui, bien sûr, qui veulent passer par du dialogue et qui veulent en fait une interdépendance économique entre la Chine et Taïwan qui sauverait Taïwan d'une guerre. Voilà, il y a ce parti qui a cette D'accord. position-là, et il y a l'autre qui dit bah non, vaut mieux au contraire se séparer totalement de la Chine, parce que si jamais il y a la guerre, et ben c'est le bordel. Donc voilà, c'est deux points de vue, mais c'est plus nuancé encore une fois que il y a un pro-Chine et un pro-Taïwan, un pro-indépendance. C'est un peu plus complexe que ça. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo lunaire où t'as deux vidéos. T'avais John Cena pour faire la promo d'un Fast and Furious, comme il avait un très bon niveau de mandarin. Il fait la promo et Mm, il dit ouais, je suis super content de faire la promo du film dans ce super pays qui est Taïwan. Et là, ça mm. crée une polémique en Chine. Et il a dû Ouais, ça, j'ai faire une appris. vidéo d'excuses pour dire je suis désolé d'avoir dit que Taïwan était un pays. Ah oui, non, mais Euh, voilà, en fait, il faisait la promotion du dernier Fast and Furious et il disait, en fait, Taïwan était le premier pays d'Asie, premier endroit en Asie en fait dans lequel le film était diffusé. Donc,
il y avait un peu encore l'efficacité taïwanaise hein, dont on parlait tout à l'heure. Euh, ça engendre beaucoup de problèmes, hein, cette efficacité taïwanaise, si on veut finir là-dessus. C'est que Taïwan est un peu, comment dire, bah, les salaires sont très bas, quoi. Ils sont très efficaces, mais le rapport travail-revenu est quand même pas très bon. Ouais. Ouais, voilà. On a quand même en pouvoir d'achat par rapport au prix de l'immobilier, par exemple, c'est une catastrophe. Faut que je fasse mon réel là-dessus, je l'ai pas fait encore. Je vais faire une comparaison immobilier à Taïwan, immobilier à Tokyo et comparaison immobilier à Taipei et immobilier à Paris pour donner un ordre d'idée. Euh, En gros, bah, la petit spoiler alerte à Taïwan si on prend le salaire médian, mais pas moyen, médian, taïwanais, il faut 50 ans pour acheter un appartement. Moyen. En fait, ça va être ça ma comparaison, c'est on prend un 3 pièces standard en centre-ville général, le prix moyen du 3 pièces à Taipei, le prix moyen de 3 pièces à Tokyo, le prix moyen de 3 pièces à Paris, d'un 70 mètres carrés, voilà, je cherche une surface à peu près équivalente. Euh, et, euh, et en fait, bah, je compare. Et, ben, en France, je crois que c'est 30 ans, un truc comme ça. Au Japon, c'est 22 ou 23 ans. Et à Taïwan, c'est 50 ans. oui, j'avais souvenir que par exemple la chambre d'hôtel à Higashijojo pour un 2 étoiles, donc c'est pas non plus. Ben ça, je me souviens qu'avec pour 2 semaines avec Oro, ça nous avait coûté pas grand chose, ouais. On était assez surpris. Sous compte c'était pris En 6 fait, mois c'est le d'avance. contraire que je dis. En fait, c'est que le prix d'un appartement est extrêmement élevé à acheter. Et après, la location, c'est encore différent. Mais maintenant, Oui. ça a beaucoup augmenté, hein, même les hôtels, etc. C'est un peu Bah il y a le Covid qui est passé par là, hein. beaucoup plus compliqué. Il y avait une question parce que en voyant que dans les biotechnologies et la nanotechnologie, Taïwan n'avait pas à rougir d'autres pays, est-ce que tu penses, parce que là on va parler des projections d'avenir pour Taïwan, est-ce que tu penses que à cette époque où on parle beaucoup d'évolution de technologie ou de la nanotechnologie, que tout va être de plus en plus. Enfin, regarde, on passe d'un ordi qui faisait la taille d'un appart à ça. Je montre mon smartphone. Donc en fait, à une époque où la nanotechnologie ne fait que évoluer et il y a la biotechnologie, donc il y a tous ces débats sur le transhumanisme, tous ces débats-là. Est-ce que tu penses que c'est les prédispositions de Taïwan dans ces deux domaines, vont avoir une influence sur leur économie à l'avenir? On n'en a pas parlé, mais TSMC, il faut savoir, au niveau de Taïwan, c'est comme 30% du PIB, hein. Euh, 30% du PIB. pour Mais j'ai info. vu que même 71% du PIB vient du tertiaire à Taïwan. Ouais. Mais bon, voilà, dont 30% de TSMC. Alors, du tertiaire. Après, TSMC, c'est pas du tertiaire, hein. Pas que du tertiaire. Oui. Bref. TSMC, oui, donc c'est. Voilà, bref. Euh, Après, c'est très difficile de prévoir parce qu'au final, il peut y avoir des retournements de situation, etc. TSMC va bien sûr essayer de conserver son avance et ça reste vraiment le moteur général des technologies à Taïwan. Mais Taïwan essaie de se diversifier dans beaucoup de domaines, que ce soit l'informatique, etc., que ce soit même l'aérospatiale, d'autres technologies au final. Taïwan aussi, on en a pas parlé, mais c'est aussi les lasers, c'est aussi les machines-outils. En termes d'industrie, on aurait pu aussi en parler. Bon, on est resté un peu plus sur le semi-conducteur, etc. Mais euh, Taïwan est vraiment le leader en termes de laser. Voilà. Donc ça peut être aussi des technologies qui peuvent être développées. Taïwan veut se développer au niveau des batteries, hein. Tout le monde connaît le dossier Prologium. Euh, En réseau avec des links également. ouais. Des links, je connais. Je sais ils sont forts, mais je connais pas du tout leur histoire, par contre. D'accord. Euh, euh, Après, bah voilà. Donc ouais, donc je disais, et D-Link ne fait jamais. Bon, pourquoi je connais pas? Parce que D-Link ne fait jamais la une des journaux. Oui aussi. Simple. On le voit jamais, on n'entend jamais parler à Taïwan. J'ai dû avoir une clé réseau des links, une clé Wi-Fi des links Ouais. en 20 ans, tu vois. Donc, Et ouais. puis aussi, bah, si on veut, on a aussi tout ce qui est mémoire, bien sûr, ça va ensemble avec les semi-conducteurs, hein. Il y a beaucoup de marques taïwanaises. Je crois que c'est Transcend aussi une marque taïwanaise, par exemple. Hmm. Je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Bref, Donc, ouais, tu penses que voilà. TSMC va surtout garder son statut de monopole et va essayer même peut-être de grimper un peu plus Non, bas. ce que je disais, c'est que il peut y avoir des retournements de situation. Il suffit quelqu'un trouve quelque chose de complètement révolutionnaire dans la façon de concevoir
ça pour que ça change totalement la donne parce que je pense pas par contre, une évolution majeure soit trouvée par TSMC. C'est pas dans l'ADN de leur boîte. Hmm, Donc, s'il y a une évolution majeure qui viendrait des États-Unis, probablement, euh, ça changerait complètement tout. je vois. Et ça battrait les cartes. Et TSMC va devoir retravailler comme avant et regagner, regrinder sa position de leader mondial par minute pour, pour redevenir le leader, quoi. Et C'est intéressant, ça fera un gros c'est problème à intéressant Taïwan. pour faire une comparaison avec le rap. C'est un peu TSMC, c'est un peu le booba de l'électronique taïwanaise, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il reste numéro un quoi qu'il en coûte, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment, j'ai Ah, l'impression peut-être pas numéro un, mais il faut qu'il reste il faut qu'il reste non, c'était pas vraiment qu'il faut qu'il reste numéro un, c'est surtout qu'il faut il faut pas qu'il y ait de technologies de rupture Hmm, qui viennent perturber leur système. je vois. Voilà. Parce que s'il y a une technologie de rupture, il va falloir tout recommencer à zéro. Donc en fait, Taïwan, j'ai un peu l'impression que ce qui leur a permis la technologie taïwanaise, j'ai l'impression que ça se démarque par la compétitivité de leurs grands acteurs, leur rapidité d'exécution et dans le domaine de l'informatique, leur très bon rapport qualité-prix. Et j'ai oublié un petit point fort aussi de Taïwan, c'est leur écosystème. Leur C'est-à-dire que, écosystème. ah ouais, leur écosystème d'usine. Euh, Pourquoi TSMC aussi est très fort, c'est parce que vous avez un ACE derrière, vous avez d'autres entreprises qui permettent à TSMC d'être aussi performant. Parce que si vous n'avez pas des fournisseurs qui arrivent à suivre votre rythme et votre capacité à produire, bah vous êtes rien. Et, euh, et Taïwan, géographiquement, est super idéal pour ça parce que bah, vous n'avez pas de concurrents extérieurs. Pour produire les trucs de plus haute technologie, tout se fait sur l'île. Donc, il faut que vous ayez des fournisseurs de très bonne qualité et très compétents sur l'île. Et, euh, et je vais devoir raccrocher. Désolé, De quoi? ça va être l'heure. Je vais devoir raccrocher, désolé, bientôt. Bientôt. Bah de toute façon, là, je Non. pense qu'on a fait bientôt le tour. Moi, le seul truc que je pourrais... alors, je vais juste te demander peut-être un dernier truc avant la fin de l'émission. Ah, de quoi? Non, 2 secondes. Non, on vient me dire parce que je disais 2 minutes juste. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire, pour conclure cette émission, après je conclurai de mon côté, est-ce que tu pourrais dire en mandarin, tu as le droit de dire non, hein, Hmm. ne loupez pas Radio Dojo, l'émission culturelle de Taki Sensei, un mercredi sur deux à 21h sur Twitch. Ouah, attends, ne loupez pas. Attends, je te l'écris au pire? Radio Dojo, je sais pas quoi. Tu veux que je le dis, je le garde en français, c'est Radio Dojo. Ouais, attends, bah tu veux que je l'écrive sur le chat? Dojo Guangmo Dentai. Ok. Je suis en train de réfléchir. Ouais, vas-y, écris-le moi, comme ça je vais Ouais, pouvoir sur le chat. le. Hop là. Hop là. Dojo, ça se dit comment en mandarin? Euh... Tao. Taoguan. Ah ouais, c'est Taoguan. C'est ça. Ok. Hop là. Voilà. Puyasogo Taoguan. Taoguan Mo Dentai. Euh... Taiki Sensei de Wenhua Tiemu. Euh... Un mercredi. Si tu peux pas, Attends. c'est pas grave, hein. Mais ça aurait été marrant. Je suis juste un mercredi sur deux, là j'ai un doute sur comment le formuler. Euh, Attends, je vais le retaper en chinois. Ça fait. Ça, je vais pouvoir le lire. Euh, Daoguan, Daoguan, Guangbo Jinpai, euh, Taki Sensei de Wenhua Tianmu. Hop, Du côté du chat, j'espère que euh, vous passez une bonne émission. euh, mais
Mercredi sur deux, j'ai un trou là. Sur quoi. Tac, on va en profiter pour... Voilà. Ok, c'est bon. Ouais. Alors, c'est bon? Oui. Prêt? Oui. Attends, Oula. il y a un problème. Taoquan. Taoquan. Ok. Prêt? Oui. C'est parti. 不要错过道馆广播电台 Taki Sensei 的文化节目，请你们来 Twitch 上每2个礼拜的礼拜三9点钟找我们哦。 Énorme. Bah écoute, merci beaucoup, on va pas te retenir plus longtemps. Avec Merci, plaisir. merci encore, et encore désolé de t'avoir spammé par messagerie Twitch, mais j'étais un peu stressé. Je dormais donc j'ai même pas vu, tu vois. Bon voilà. Bah écoute, merci encore. Et j'espère que t'as passé une bonne expérience sur Radio Dojo. C'était super. Ok. Et peut-être une prochaine fois pour d'autres sujets. Bah pourquoi pas. Donc, en tout cas, t'es abonnez-vous bienvenu. à Radio Dojo maintenant. Un petit follow là pour la fin de cette émission. Merci à tous et puis à bientôt. Ouais, Ciao. ciao. Mais de toute façon, comme vous savez, les frolos, je mettrai les liens dans la description de la rediff. N'oubliez pas que Radio Dojo a maintenant sa propre chaîne YouTube, donc il y aura toutes les rediffs. Donc vous irez voir là. Peut-être que vous regardez d'ailleurs en ce moment la rediff, hein, et dans ce cas, je vous salue. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre Valentin. On va passer sur le solo. Salut Valentin, merci encore pour ta disponibilité. Et donc, voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Donc, le prochain Radio Dojo, ça aura lieu le 27 mars 2024. Je ne sais pas, je ne vous dévoilerai pas encore le nom de l'invité. Enfin, je sais l'invité, mais je ne vous dirai pas encore parce que, comme vous savez, je vous annonce toujours la veille qui sera l'invité. Là, il n'y aura pas de problème de jet lag parce que c'est en France. Donc, voilà, c'est le seul truc que je vous dis. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Val sur son Twitch. Vraiment, il fait du super contenu. Je suis déjà allé sur un de ses lives. C'était vraiment très intéressant. Et c'est vraiment cool. On apprend pas mal de choses. C'est vrai que je suis un néophyte sur Taïwan et j'ai appris pas mal de choses avec lui et en me renseignant sur cette émission. Donc voilà, mercredi, le prochain Radio Dojo dans 2 semaines. C'est cool qu'on ait pu finalement le faire. Et voilà, vous vous abonnez à la chaîne de Radio Dojo, vous me suivez sur Twitch. Et n'oubliez pas, voilà, Radio Dojo, c'est un mercredi sur 2, un 21h sur Twitch. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos!